157 000 $, c'est le prix de vente de la pièce la plus chère de la collection dont on va parler aujourd'hui. Ces figurines en forme d'ours ont complètement dépassé leur statut de jouet pour devenir de véritables œuvres d'art contemporain prisées par les artistes que tu connais sûrement. Figurines originaires de Tokyo jusqu'à atteindre les plus belles collections du monde entier, je te propose aujourd'hui de revoir le parcours de ces petits ours articulés qui se vendent à prix d'or. Que tu sois amateur d'art, collectionneur, artiste en quête d'inspiration, simple curieux ou bien que tu cherches un moyen d'investir ton argent, assis-toi, prends quelque chose à boire car aujourd'hui on va parler des Burberry. Alors comme je te l'ai dit en introduction, ces petites figurines naissent en 2001 à Tokyo, fabriquées par l'entreprise japonaise Medicom Toy. Alors c'était une entreprise qui fabriquait déjà des figurines de collection. Ils sont venus avec cette idée qui allait réellement propulser leur entreprise. Initialement, les statuettes, elles ont été conçues comme de simples supports promotionnels pour une convention qui avait lieu à Tokyo. Mais de par leur forme, leur esthétisme et surtout le fait qu'elles étaient articulées, elles ont tout de suite captivé l'attention des participants. Donc Burberry, je pense que si tu parles un minimum anglais, t'as compris que ça vient de bear, ours et brique, une brique quoi. Ça fait vraiment référence donc à la forme de l'objet, donc l'animal, mais aussi au fait que ce soit une figurine qui soit articulée, assez carrée dans son esthétisme. Et en fait, dès 2002, l'entreprise va commencer à produire des figurines qui vont être numérotées sous forme de collection. Et dès le début, en fait, ils vont intégrer des éléments de la pop culture. En fait, ça va intéresser donc que ce soit les amateurs d'art, les collectionneurs, les gens qui voulaient diversifier leur investissement. Tout de suite, ça va prendre un tournant qui va intéresser en fait le public. À savoir, il existe plusieurs tailles de Burberry, donc je vais vous mettre la photo. Alors, je vais vous donner le prix des modèles principaux. En tout cas ce que j'ai pu trouver avec mes recherches. Pour le modèle 100%, il fait 7 cm. C'est généralement les modèles qui sont les plus abordables. Je vais essayer de te donner des prix. C'est assez compliqué parce que ça dépend vraiment de la rareté de la collab du Burberry. Mais on va dire que pour les 100%, donc à peu près de 7 cm, ça peut aller de quelques dizaines d'euros jusqu'à des 200 euros. Pour les 400%, donc c'est du à peu près un peu moins de 30 cm, c'est du 28 cm à peu près. Ça dépend, c'est pareil, ça dépend vraiment des collabs. On en a qui sont autour des 200, on en a qui vont avoisiner les 600, donc ça va vraiment dépendre encore une fois de la collaboration. On a celles qui sont les plus coûteuses, donc c'est les 1000%, donc celles qui font presque 1 mètre, donc 70 cm. Là, on est quand même un peu plus stable avec une fourchette qui avoisine les 1000 euros. Tous les prix que je donne, c'est vraiment les prix quand ils ont été mis sur le marché. Je compte pas les prix de valo, parce qu'on va le voir, il y a eu des énormes... Il y a des Burberry qui ont pris énormément de valeur. Donc là, je te donne vraiment les prix quand ils ont été mis à la vente. Le truc est hyper intéressant et on voit que l'entreprise a tout de suite compris cette idée de toucher plein de marchés différents dans une population donnée. C'est qu'en fait, ils ont fait des tarifs différents. Ils pouvaient s'adresser à des gens qui avaient de l'argent et à des gens qui voulaient juste une décoration ou qui voulaient juste participer, mais propre à leur budget, à ce phénomène de société en fait. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui ont des budgets complètement différents, mais qui sont tous clients de la même entreprise. On peut rapidement analyser les clés qui ont fait le succès de l'entreprise Medicom Toy. Ça repose vraiment sur des facteurs très simples, mais bon, il fallait y penser. Le fait de créer un objet qui va être accessible et qui pourra être diffusé au plus grand nombre, mais aussi le fait de collaborer avec des éléments de la culture, des artistes, des peintres, des musiciens, des créateurs, des designers, des gens de la couture, des gens du luxe. Ces deux facteurs-là font le succès de Medicom Toy et surtout le succès des Burberry. Pourquoi les Burberry fascinent autant? Alors, selon moi, il y a vraiment plusieurs facteurs qui expliquent la fascination du public pour ces statuettes. On peut vraiment comprendre pourquoi certains ont été prêts ou sont encore prêts à dépenser des sommes astronomiques pour se les offrir. Alors le premier paramètre selon moi, c'est la diversité artistique qu'offre le Burberry. C'est la première fois, ou en tout cas c'est très rare d'avoir un support 3D comme ça, sur lequel chacun peut s'exprimer et apporter sa touche. Le canevas, la base reste la même, mais ce que chacun va en faire sera assez unique finalement. Donc c'est ce qui fait, je trouve, la particularité de ces œuvres-là. Un même collectionneur peut être intéressé par une collaboration avec par exemple la maison Chanel et peut se retrouver dans ce modèle-là parce que c'est la maison Chanel, alors qu'il aurait peut-être pas flashé sur cette pièce si ça ne l'était pas. Et aussi il y a le fait que c'est hyper reconnaissable, enfin un ours comme ça, on sait directement d'où ça vient, ce que ça fait ici,
Enfin, on reconnaît tout de suite la patte en fait de l'entreprise. L'œuvre, elle est reconnaissable en fait en un coup d'œil. Selon moi, le deuxième paramètre qui a fait le succès des Burberry, c'est vraiment la maîtrise de la rareté et de l'exclusivité. Ils ont parfaitement maîtrisé dès le début le fait de faire des collections limitées, numérotées. Ils ont vraiment joué sur l'exclusivité en fait, donc soit en misant sur le côté fantastique de la collaboration. Il y a certains, les modèles n'ont quasiment jamais été réédités, ce qui crée en fait un effet de rareté assez impressionnant. Et forcément, il y en a certains qui vont s'arracher certains modèles et pas d'autres. Cette stratégie, elle transforme vraiment l'acte d'achat en achat compulsif, où en fait on a tellement... moi, ça me fait penser à FOMO, la peur de ne pas être là, la peur de manquer. On a vraiment envie d'avoir la bonne pièce au bon moment pour faire soit la bonne affaire, donc le bon investissement, soit pour avoir la collaboration qui va faire parler. On sortit des petits Burberry, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On achète la boîte, on a 10 possibilités d'oursons et en fait on ne sait pas lequel on va avoir. Ça peut entraîner des gens à acheter le plus possible pour avoir vraiment toute la collection qui va être complète. Ça me fait penser un peu aux cartes Pokémon quoi. On appelle ça des gachas. C'est comme une machine en fait à piège, enfin c'est une machine où il y a une boîte qui tombe et on ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur. Tous ces éléments font que ça produit quand même une certaine rareté, un certain hasard, une certaine exclusivité. C'est des paramètres en fait qui mettent de la hype autour de l'objet en fait tout simplement. Et avouez, vous aussi vous voulez le Beer Brick secret. Le plus drôle à chaque nouvelle série de Beer Brick, c'est de savoir si on va choper le très rare ou même l'un des secrets, celui que tout le monde veut. Et à chaque nouvelle série, on sait pas combien il y en a, mais comme d'hab, on en ouvre plein pour vous. Au-delà de tout ça, il y a un véritable phénomène qui est toujours très communautaire, d'ouverture de paquets, de collectionneurs. Enfin, il y a vraiment une communauté en fait qui s'est créée autour des Beer Brick. Moi, quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, je me suis baladée sur TikTok et j'ai vu qu'il y avait plein d'ouvertures de paquets en fait. Cet aspect un peu blind box, ouverture de paquets. Les événements aussi qui sont dédiés à ça, ça a renforcé en fait l'attachement social que les consommateurs peuvent avoir pour ces statuettes. Aussi, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant créé. Alors je sais pas du tout si c'est à l'initiative de la marque ou pas, je pense pas, mais j'ai vu plein d'ateliers où on part sur un Burberry blanc, on vient, alors je crois que la plupart c'était de l'époxy dessus, mais on vient faire de la peinture. Ils viennent le personnaliser en fait. Du coup en fait on a son petit Burberry personnalisé qu'on peut ramener à la maison. Je pense que ce type d'élément là aussi, ça rajoute de la valeur émotionnelle au produit. Tout de suite, on spot l'avantage majeur de ces statuettes, c'est qu'ils appartiennent à plusieurs sphères culturelles. On peut partir de la mode, on peut partir de la musique, on peut partir de l'art, du design. Et puis surtout, chacun peut s'y retrouver. Chacun peut participer à ce phénomène de société. Donc, il y a un public qui est hyper diversifié en fait. Ça, c'est quand même assez important de le souligner. L'art, c'est quand même hyper élitiste, c'est pas accessible à tous. Le fait qu'on ait une petite figurine, un petit ourson qui s'adresse autant à des collectionneurs amateurs qu'à des personnes qui veulent faire des investissements financiers, c'est pas anodin. Donc je t'ai parlé un peu plus tôt des collaborations qui ont été pertinentes et qui ont vraiment emmené le Burberry sur une autre sphère. On va regarder un petit peu les différentes collaborations, on va voir ça tout de suite. Ils ont fait des collaborations qui ont été, enfin je suis persuadée que tu as déjà vu ces collabs là, ont été quand même hyper médiatisés. Enfin moi je me souviens d'avoir vraiment vu par exemple celui de Chaos, je sais pas comment on dit, cette espèce de Burberry déstructuré là avec on dirait un peu un zombie, enfin un truc coupé en deux, un Burberry coupé en deux, je ne sais pas. On a aussi eu ceux avec Kate Haring, hyper reconnaissable par la patte de l'artiste tout simplement. Aussi ceux de Banksy, bon ça je les ai pas trouvés incroyables, ça reste que mes goûts. Ensuite on a eu une des collaborations les plus fructueuses, qui était celle avec Chanel quand même. La collaboration entre à la base une marque de jouets et une maison de haute couture de luxe française, sur le papier c'était pas gagné. Ils étaient vendus autour de 1000 et quelques, qui se revendent maintenant sur le stocké, qui se revendent entre 15 et 21 quoi. Ça a quand même pris une plus-value assez impressionnante quoi. Je trouve que c'est hyper particulier parce que le fait que l'entreprise s'associe avec des marques de luxe, ça a vraiment créé un nouvel objet de luxe quelque part. Un truc un peu hybride entre le jouet et la pièce de collection quoi. Et enfin, c'est vraiment trop fort. Ils ont fait des collaborations avec des franchises comme Marvel, Disney, Star Wars aussi. Il est trop drôle, Star Wars il me fait vraiment rire. En tout cas, on a eu des objets en fait qui pouvaient toucher autant les gens qui aiment Chanel que les gens qui aiment Spider-Man quoi. En gros, c'est ça. Alors, sujet intéressant, on va parler oseille. On va voir quels sont les Burberry les plus onéreux, pourquoi, quand, comment. Le point principal que je veux dire avant de passer au prix, c'est devenu un véritable, un nouvel investissement. C'est-à-dire que c'était une forme d'investissement.
On parle quand même de jouets à la base, des objets promotionnels. Alors je t'ai présenté tout à l'heure les Burberry Chanel, c'est vraiment eux qui ont fait passer la marque et l'objet dans une nouvelle sphère. Ils ont sorti un modèle 1000% avec Karl Lagerfeld, vraiment ce Burberry là qui a step up en fait la marque. Le plus cher c'est pas. Non, à l'époque, je l'ai acheté 1000 euros si tu Ok. veux, parce que c'était déjà une pièce rare. Hein. Ils ont fait 5000 ex, mais c'est Karl Lagerfeld. À un moment, il a voulu redécorer ses magasins avec ça. Donc dans les vitrines, donc il a fait une commande à Medicom, une belle association. Sauf qu'aujourd'hui, aux enchères, il s'est vendu à 17 500. Et tu vois, ça prend de la valeur. C'est des objets au départ promotionnels et qui deviennent après des objets de collection et donc qui prennent de la. Après aussi on a ceux de Chaos, bon je sais toujours pas comment ça se prononce, avec le modèle qui s'appelait Chompers 2003. En fait l'artiste il est connu pour avoir des yeux, enfin il dessine des yeux en forme de X. À la base il était vendu 300, puis maintenant il peut atteindre les 30 000 $ en fait sur le marché de la revente. Il y a aussi eu des collaborations avec des marques streetwear. Est-ce que vous vous rappelez de l'ERA, genre Bape, Suprême et tout. Alors voilà, ils ont fait des Burberry Bape Suprême. Eux aussi, ils ont vraiment vu leur valeur décupler au fur et à mesure du temps. Le Burberry le plus cher était celui de... Je vais l'écrire parce que j'ai pas envie d'écorcher le nom. C'est celui dont je te parlais en intro en fait. C'est celui qui s'est vendu à 157 000 $. C'est vraiment le Burberry le plus cher. Après, au niveau des prix de revente, il faut prendre en compte que l'état quand même du Burberry compte beaucoup. Est-ce qu'il est toujours dans son emballage d'origine? Ça compte. Est-ce qu'il est en bon état? La rareté aussi, le fait que ce soit une collection limitée et prestigieuse, ça va considérablement quand même augmenter la valeur de la pièce sur le marché de l'occasion. Tous ces paramètres-là, ils mettent vraiment le Burberry sur la table des investissements, en fait des actifs alternatifs quoi. Comme un investissement dans une montre, je sais pas, dans des bijoux de valeur, une certaine crédibilité dans le monde de l'art. Alors moi, j'adore l'histoire que je te raconte parce qu'en fait, je trouve que c'est une transition assez ouf quoi. À la base c'était juste des simples jouets, ça devient des objets prisés. C'est vraiment un cas d'étude pour comprendre comment les frontières entre l'art, le jouet, qu'est-ce qui est hype, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est hyper fin et intangible en fait. Ça pose une question qui est hyper pertinente par rapport à l'art en lui-même. Je m'explique. Par exemple, quand on a des collaborations avec des artistes hyper connus, est-ce que le fait que l'artiste il va pas peindre sur le Burberry, il va faire un design qui va ensuite être collé, enfin c'est pas de la peinture qui est dessus, c'est imprimé, je saurais pas comment dire, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Du coup, le fait que l'artiste il fasse son œuvre sur un Burberry au lieu de le faire sur une toile par exemple ou sur un autre support et que le Burberry en question soit une édition limitée mais qui ait quand même plusieurs exemplaires, est-ce que ça fait pas perdre de la valeur à l'œuvre et à l'artiste? Ou alors le fait que cet artiste produise une œuvre qui va être perçue par un plus grand nombre, est-ce que ça fait pas en fait, ça démocratise pas quelque part l'art et surtout l'entreprise, la collaboration, l'artiste en lui-même? Il y a vraiment ces deux aspects-là qui, je trouve, sont intéressants à mettre en perspective. Si vous connaissez l'histoire de Marcel Duchamp avec l'urinoir, c'est un peu ça redéfinit un petit peu qu'est-ce qui est une œuvre d'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un objet du quotidien, quels sont les codes culturels qu'on peut appliquer à une œuvre. Ces Burberry, ils ont vraiment ouvert la voie aux designer toys. Je pense pas dire de bêtises. Je disais en fait qu'avant, il me semble pas qu'il y ait d'objets comme ça d'art, de collection vraiment accessible au plus grand nombre et à la fois accessible aux élites. Un objet artistique qui soit commercialisé de cette façon. En résumé, les Burberry, c'est quoi? En premier lieu, c'est un support artistique unique. Un Canva 3D qui permet de nouvelles formes d'expression par de nouvelles personnes, de nouveaux univers qui se croisent sur le même terrain de jeu. Donc tout ça nous fait explorer de nouvelles formes d'art sur un format standardisé et très versatile. En deuxième lieu, un objet hyper ancré dans sa culture, avec des collaborations ultra efficaces, toujours dans l'actualité ou du moins qui travaille avec les maisons les plus prestigieuses. Chaque pièce, ça reflète, ça critique, enfin bref, ça parle d'un moment de la culture populaire ou pas. Troisièmement, c'est un produit qui est hyper commercial, manufacturé en série, qui peut être adressé au plus grand nombre, mais aussi aux élites comme on l'a vu. Les canaux de distribution sont assez traditionnels, les stratégies marketing sont élaborées, mais les canaux restent simples. Et enfin, c'est un objet de collection. Ça peut être des pièces qui peuvent être recherchées pour leur rareté, créer véritablement une structure qui a ses propres codes d'évaluation de la pièce, donc du Burberry. Pour les artistes contemporains, le Burberry, ça représente un paradoxe et à la fois quelque chose de stimulant. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir leur œuvre diffusée au plus grand nombre, donc potentiellement, comme je te l'ai dit, se faire connaître par de plus en plus de personnes, des gens qui ne se seraient pas forcément intéressés à l'artiste en lui-même, mais qui s'intéressent au Burberry et donc la communauté qui en découle. Et il y a aussi un risque que
le message soit dilué, que ça passe sur quelque chose de trop mainstream. Tout ce paradoxe-là qui rentre en compte. De mon côté, si tu veux mon avis, tu me l'as pas demandé mais je te le donne. Les Burberry, ça représente quand même un bon point d'entrée dans l'art contemporain. C'est-à-dire que c'est hyper ludique. L'art contemporain, ça a la réputation d'être chiant, d'être incompréhensible, d'être vide de sens. Et en fait, quand on voit ces petits oursons, on peut quand même avoir de la sympathie et c'est quand même assez ludique et assez accessible. Ça change en fait des trucs hyper savants qu'on essaye de justifier. Et pour ça, je trouve que le Burberry a quand même contribué à démocratiser l'art contemporain. Bon, au niveau de l'avenir, bon, ça fait quand même 20 ans que ces statuettes existent. Est-ce que je pense qu'elles ont un avenir? Est-ce qu'elles ont encore de beaux jours devant elles? Ou bien est-ce que ça va bientôt être la fin? Je vais tout expliquer. Là, je vais donner mon avis personnel, donc ça n'engage vraiment que moi. Au niveau des évolutions du marché, donc c'est sûr que investir dans un Burberry en 2010, c'était un bon plan, surtout si tu avais une collection rare. Par exemple la Chanel, par exemple Style avec Michael Jordan. C'est des œuvres en fait qui ont pris de la valorisation, donc forcément tu as fait un investissement qui de toute façon sera rentable. Après, je pense que le fossé va se creuser de plus en plus. Il y a quand même des collectionneurs de petits Burberry, donc avec des budgets plus serrés, on a des pièces qui se revendent des dizaines de milliers d'euros sur le marché du secondaire. Et l'entre-deux quand même est assez modéré. Donc moi je pense qu'en fait le fossé va se creuser de plus en plus et qu'on aura vraiment deux extrêmes. Alors ce que je trouve hyper fort pour qu'une marque s'adresse quand même comme ça à des gens qui ont des budgets très différents, qui vont maintenir leur base, mais qui aura quand même plus de sophistication dans leur collaboration pour garder cette clientèle qui voit ça vraiment comme un investissement et cette clientèle qui va avoir plus les moyens de mettre dans une œuvre d'art. Au niveau de l'international, alors même si le Burberry est connu dans nos sociétés occidentales, on va pas se mentir que c'est surtout en Asie, au Japon, en Chine, à Hong Kong, que le marché est le plus dense. Je me baladais sur internet pour voir les prix, plein de sites, plus de sites qui proposaient des prix en... Alors je connais pas trop les monnaies asiatiques, mais voilà, par des autres monnaies que l'euro ou le dollar, alors que je suis localisée en France, quoi. Pour moi, peut-être qu'ils vont plus se spécialiser sur le marché asiatique, ou bien s'ils veulent faire de plus grosses prises sur le marché occidental, peut-être revoir un petit peu des collaborations pertinentes avec d'autres marques, avec d'autres artistes. On voit bien désormais que les Burberry sont vraiment reconnus comme des œuvres d'art prestigieuses. Il y en a qui sont exposées au Centre Pompidou à Paris, il y en a au MoMA à New York. Ça a quand même une crédibilité particulière. La plus grande leçon qu'offrent les Burberry, c'est qu'on peut créer un pont entre l'art conceptuel et la culture populaire sans forcément sacrifier l'intégrité artistique. On peut créer un objet de collection tout en gardant l'intégrité de l'artiste. Le fait que ça soit un format unique, tridimensionnel, ça oblige chaque personne qui veut apporter sa touche à l'œuvre à s'adapter à ce format-là. Et surtout, ce que je trouve hyper puissant, c'est que c'est quand même un mélange d'univers. La pop, c'est de l'art, c'est du design, c'est de la culture, du cinéma, la musique, c'est de la couture. En fait, pour moi, c'est ça le message principal des Burberry. Tout est poreux, il n'y a pas de frontières, tout peut s'entrelacer, tout peut se mélanger en fait. Et je pense qu'on devrait continuer à se pencher sur ces petits oursons qui, selon moi, ont encore de beaux jours devant eux. J'espère qu'on sera surpris avec des super collaborations. On va avoir des nouveaux modèles hyper impressionnants, relancer un peu la machine. C'est définitivement un objet à surveiller. Alors si les vidéos d'art, ça te plaît, fais du contenu à propos de ça. N'hésite pas à t'abonner. Et surtout, tu mets un petit commentaire, tu me dis ce que t'en as pensé. Et je te dis à bientôt.